Une symphonie de sirènes de police brise le silence qui règne en cette nuit froide, agrémentée des aboiements des chiens des unités K9 et de plusieurs coups de feu. Tout ce tapage pour un seul homme, un homme en cavale. Il court à travers les bois en tenant un pistolet d'une main moite et tremblante et en serrant ses dents recouvertes de sang. Il est haletant et épuisé par cette course-poursuite. Ses cheveux sont en bataille et souillés par la saleté et la graisse, et ses vêtements volés sont tachés de boue. Du sang coule de la profonde entaille qu'il a sur le front, pile à l'endroit où sa tête a heurté le volant. Il avait si bien planifié son évasion. Comment tout a pu capoter? Quelqu'un a dû le dénoncer. Il ne voit que ça. Pas de respect entre voleurs. Et bien plus qu'une phrase. C'est une réalité. Des lampes torches transpercent l'obscurité. Des cris tels que « Il est parti par là! Attrapez-le !» abondent tout comme les aboiements des chiens en colère. Il reprend son souffle en se cachant derrière un arbre pour tenter de faire le point sur la situation. Aucun doute là-dessus, ce condamné est un homme dangereux. Il a ôté la vie à beaucoup de personnes, et il ne regrette rien. La seule chose qu'il regrette, c'est de s'être fait prendre. 3 heures auparavant, il rampait hors d'un tunnel secret et s'échappait d'Angola, un endroit connu sous le nom de pénitencier d'État de Louisiane, mais plus connu sous les noms de La Ferme, la plantation d'Angola ou, plus évocateur encore, sous celui d'Alcatraz du Sud. Une prison de haute sécurité, dotée d'un couloir de la mort et à la réputation aussi redoutable que celle de ses détenus. Et ce condamné y a bien mérité sa place. Un CV long comme le bras, écrit à l'encre du sang de ses victimes, l'a conduit à une condamnation à mort à l'issue d'un procès expéditif. La situation était déjà devenue très tendue. Lors d'évasions comme celle-ci, les premières heures sont les plus cruciales. Un contact à l'extérieur lui avait laissé une arme, à récupérer dans un endroit caché, à l'intérieur d'un arbre, au bord de la route. Cette arme lui servait aussi de véhicule, ou plutôt de sésame pour en obtenir un. Il a fait signe à la première voiture assez naïve pour s'arrêter, a braqué l'arme sur le chauffeur et lui a demandé de sortir du véhicule et de lui remettre ses clés et son portefeuille. Il roulait depuis presque 2 heures quand la température se mit à grimper. Le condamné venait de franchir la frontière de St. Landry Parish, en Louisiane, lorsque la musique rock qu'il écoutait à la radio a été interrompue par un bulletin d'information au sujet de sa propre évasion. Il savait qu'il s'était échappé. Il savait qu'il était armé. Il connaissait également le type de voiture qu'il conduisait. Les gyrophares bleus et rouges d'une voiture de police ne tardèrent pas à apparaître dans son rétroviseur. Après une course-poursuite et après avoir traversé une herse, il termine sa course dans le mur d'une station-service. Le fuyard s'échappe par la portière cabossée, tire quelques coups de feu hasardeux dans la direction de ses poursuivants et s'enfuit dans l'obscurité. Et voici où il se trouve en ce moment même. Il sent l'étau se resserrer autour de lui et se prépare à l'affrontement final. Il n'a pas vraiment le choix. Il préfère mourir sous une pluie de balles plutôt que de retourner en prison. Ils sont si proches qu'il peut entendre leurs pas lourds et le souffle haletant des chiens tirant sur leurs laisses. Son cœur bat la chamade. La seule chose à faire est de s'enfoncer plus profondément. Loin, plus loin. Le prisonnier se réfugie dans l'obscurité du marais, inhalant non sans mal la puanteur fétide de la vase et de la végétation en décomposition. Mais les ténèbres du marais sont ses alliés, dans la mesure où la lueur des torches de la police derrière lui est synonyme de mort assurée. Il se fraye un chemin à travers les broussailles, en enjambant les racines et les arbres tombés. Il sent les chaussures qu'il a volées s'enfoncer dans la boue épaisse et humide. Et la dernière chose qu'il s'attend à entendre dans cet endroit perdu, c'est un murmure en provenance de l'obscurité. Et pas n'importe quel murmure. C'est la voix d'une petite fille. Le simple fait de l'entendre fait presque s'arrêter son cœur. Il s'arrête, se retourne et la voit sortir de l'obscurité. Cette petite fille, qui ne doit pas avoir plus de 10 ou 11 ans, a des cheveux en bataille et un regard furieux. Il est difficile de dire à quoi elle ressemble vraiment, car presque chaque centimètre de son corps est recouvert d'une épaisse couche de boue, comme si elle venait de sortir de terre. En temps normal, son instinct l'aurait poussé à fuir, voire à faire quelque chose de plus violent. Mais il ne bouge pas. Il reste là, à l'écouter parler, alors que la police se rapproche. La petite fille lui dit qu'elle connaît un endroit idéal pour se cacher. Un endroit où la police ne l'attrapera pas. Les policiers n'auront aucune idée de l'endroit où chercher. Il doit juste lui faire confiance et la suivre dans les profondeurs du marais. S'il fait ce qu'elle dit, il pourra enfin être libre. Il acquiesce et la suit. Au fond, que peut-il faire d'autre? La jeune fille tend sa main couverte de boue. Le prisonnier la saisit et elle le conduit à travers les ténèbres du marais. Les policiers entendent soudain un cri bref, les a glacé le sang, provenant des profondeurs du marais. 40 hommes et plusieurs unités K9 se précipitent pour tenter de trouver l'endroit d'où provient le cri de l'homme. Mais ils ne trouvent pas la moindre trace de lui. Ils établissent un périmètre de sécurité autour du marais, tentent de surveiller toutes les sorties possibles, placent des points de contrôle sur toutes les routes qu'ils pourraient emprunter. Au petit matin, ils fouillent encore, et encore, et encore, mais ne parviennent pas à le trouver. C'est comme si l'homme s'était volatilisé. Il est devenu un fantôme.
au moins pour quelques mois. Les autorités n'abandonnent pas pour autant. Après tout, un dangereux détenu est toujours en liberté, quelque part, à attendre. Il est armé, redoutable et de toute évidence très intelligent, puisqu'il donne du fil à retordre à la police. Il y a de fortes chances qu'il soit déjà à l'autre bout de l'État. Est-il seulement encore en Louisiane? Ou même aux États-Unis d'ailleurs. C'est à la surprise générale qu'il est finalement retrouvé assis dans un arrêt de bus d'une petite ville de Louisiane. L'homme est immobile, il regarde dans le vide avec un filet de bave suspendu à sa lèvre inférieure. Il y a quelque chose qui cloche chez ce détenu. Cela se voit au premier coup d'œil. Son visage semble un peu plus long, comme si la forme de son crâne avait changé. Il présente désormais une hétérochromie, son œil gauche ayant une couleur complètement différente. Et quand on lui enlève enfin sa chemise, on voit dans son dos un ensemble de cicatrices. Loin du dangereux criminel décrit par les médias à la suite de son évasion, cet homme est à la limite de la catatonie. Il s'exprime avec des phrases courtes et simples, comme un très jeune enfant, et son attention semble dériver facilement lorsqu'on lui parle. Cet homme qui a réussi à s'échapper de prison et a échappé à tous ses poursuivants, n'a opposé aucune résistance aux hommes qui venaient l'arrêter à l'arrêt de bus. Il a été reconduit en prison et conduit à l'infirmerie pour y être examiné. Cependant, 10 heures à peine après son arrivée et après avoir donné peu ou pas d'informations pertinentes au cours de son interrogatoire, sa santé a commencé à se détériorer fortement. Il s'est plaint que ses intestins le brûlaient et a demandé à boire une boisson froide. Lorsqu'on lui a apporté de l'eau, il l'a recrachée peu après et s'est mis à pleurer. Il a demandé à voir sa mère, même s'il ne se rappelait pas son nom. À vrai dire, il ne se souvenait pas de grand-chose. Le lendemain matin, il a convulsé sévèrement avant de mourir. L'autopsie a révélé d'importantes lésions cérébrales, ainsi que plusieurs dysfonctionnements au niveau des organes vitaux. Le médecin légiste a toutefois été incapable d'expliquer comment tout cela avait pu se produire. Un mois plus tard, 2 randonneurs traversant les mêmes marécages où s'est terminée la course-poursuite avec la police ont appelé les autorités locales, terrifiées, en affirmant avoir trouvé un cadavre près d'un gouffre. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Bien que fortement amoché, le corps était parfaitement reconnaissable. Il faut dire que son visage était sur tous les journaux et écrans de télévision de Louisiane depuis un certain temps déjà. Il s'agissait du condamné, vêtu des mêmes vêtements que ceux qu'il portait lors de son évasion. Les mêmes vêtements qui lui avaient été enlevés et brûlés lorsqu'il avait été arrêté à l'arrêt de bus. Cela n'avait aucun sens. Le corps du condamné a été exhumé du cimetière de la prison et soumis à un test ADN. À la grande surprise des experts, le corps ne correspondait pas génétiquement à l'ADN qu'ils avaient dans leur dossier. L'ADN qui l'avait d'ailleurs fait condamner auparavant. Quand le corps retrouvé dans les marécages a été soumis à un test ADN, ils ont également constaté quelque chose d'étrange. L'ADN était tellement altéré qu'il était impossible de déterminer de manière irréfutable s'il y avait une concordance. Ce fut un mystère des plus étranges pour toutes les personnes impliquées, et hélas pour elles, elles ne sauront jamais ce qui est arrivé aux prisonniers dans ce marais. La réponse, bien sûr, est le SCP-1692. Mais avant d'aller plus loin, accordez-moi un instant, car j'ai une annonce spéciale à faire. Comme vous le savez, j'ai cherché de l'aide afin de vous proposer des analyses plus longues, plus approfondies et plus fréquentes, concernant des anomalies inconnues. C'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer que le dossier d'aujourd'hui a été sponsorisé par un généreux bienfaiteur, NordVPN. Testez NordVPN dès maintenant en vous rendant sur nordvpn.com/drbob pour bénéficier d'un mois gratuit. Lorsque vous enquêtez sur des anomalies et des organisations aussi secrètes que la Fondation SCP, il est important de s'assurer que vos données soient en sécurité. Parce qu'après tout, on ne sait jamais, un membre de la force mobile MU4 pourrait y jeter un œil indiscret. Après avoir étudié de nombreuses anomalies dans les dossiers de la Fondation SCP, on réalise que la question « pourquoi ?» est souvent une impasse. Le mieux que l'on puisse espérer est une réponse partielle à la question « comment ?» Les seules réponses précises possibles étant plutôt du type « comment pouvons-nous l'arrêter ?» Sommes-nous en présence d'un tel scénario avec le SCP-1692 ? Commençons par le SCP-1692-2, qui est le cœur de l'anomalie. Le SCP-1692-2 est une cavité dont la profondeur est inconnue, remplie de boue et d'eau. Vous avez raison de croire qu'on en trouve assez souvent dans les marais de Louisiane. Mais depuis 2014, cette cavité se distingue par le fait qu'on y a retrouvé pas moins de 31 dépouilles humaines, ainsi que 24 cadavres d'animaux. Malgré la surveillance permanente effectuée par la Fondation pour s'assurer que rien d'autre ne puisse pénétrer dans la cavité depuis qu'elle a été placée en confinement, de nouveaux corps gisant dans la boue y sont encore découverts de temps en temps, sans que l'on sache exactement d'où ils viennent. Toutefois, les corps sont souvent assez faciles à identifier. En fait, il a été établi que 14 des restes humains retrouvés
appartenait à des personnes portées disparues entre le début des années 1900 et le milieu ou la fin des années 50. Mais avant d'aller plus loin, revenons au mode opératoire de cette anomalie. Lorsqu'un être humain pénètre dans la zone située à proximité du gouffre, il est fort probable qu'une entité anormale se manifeste. Entité que la Fondation a désignée sous le nom de SCP-1692-1. Bien que le SCP-1692-1 prenne le plus souvent la forme d'une jeune fille de 12 ou 13 ans, il a également été vu sous la forme de différents mammifères de la région, ou même sous la forme d'une des personnes portées disparues, et dont la dernière localisation connue se trouvait être la zone proche du gouffre. Quelle que soit la forme qu'il prend, dès que le SCP-1692-1 apparaît, il agit comme une sorte d'appât, attirant l'individu égaré toujours plus profondément dans la zone anormale. On ne sait pas comment il parvient à persuader la victime de le suivre plus profondément dans le marais, mais les chercheurs de la Fondation pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme d'influence mémétique, bien qu'il soit tout aussi probable que le SCP-1692-1 soit tout simplement doté d'une forte capacité de persuasion non anormale pour l'attirer. Une fois que la personne conduite dans le marais aura franchi un certain point, elle disparaîtra complètement, sans laisser la moindre trace. Tous les vêtements ou autres objets qu'elle a fait tomber ou laisser derrière elle disparaissent, de même que ses traces de pas. Dans les heures, les jours ou même parfois les semaines qui suivent, la troisième composante de l'anomalie finit par s'activer. Connue sous le nom de SCP-1692-3, cette nouvelle entité apparaîtra dans la zone et tentera de s'enfuir, si tant est que cela soit possible, compte tenu de sa morphologie particulière. En effet, si le SCP-1692-3 est une copie du dernier individu à avoir disparu, il s'agit toujours d'une copie imparfaite. Il apparaîtra altéré, déformé ou mutilé, et certains détails semblent récurrents. Par exemple, le SCP-1692-3 est souvent dépourvu de certains, ou même de tout membre ou organe, mais il n'y a aucune trace d'amputation. Il souffre aussi souvent d'hydrocéphalie, une maladie dangereuse caractérisée par l'accumulation de liquide dans le cerveau. 84% des spécimens répertoriés de SCP-1692-3 ont présenté d'autres différences physiologiques significatives par rapport à leurs homologues originaux, comme des cheveux, une peau ou des couleurs d'yeux différents, ou des groupes sanguins différents. Et les changements que présentent ces entités ne se limitent pas seulement à l'aspect physique. L'amnésie dissociative est inévitable pour les spécimens SCP-1692-3, ce qui signifie qu'ils sont incapables de se souvenir de leur passé récent. Ils sont également souvent victimes du trouble de la dépersonnalisation, qui se traduit par le sentiment d'être plongé dans un univers onirique ou irréel. Ils disposent également de connaissances que l'original n'avait jamais eu l'occasion de maîtriser. Par exemple, ils sont capables de parler des langues étrangères que l'original ne maîtrisait pas. Et les facultés mentales de l'original sont souvent améliorées ou diminuées. Pour le dire simplement, les spécimens SCP-1692-3 sont différents. Et à part deux exceptions majeures, sur lesquelles nous reviendrons dans un instant, l'ampleur des altérations entraîne souvent la mort de ces spécimens, peu après qu'ils ont quitté la zone anormale de St. Landry Parish. La Fondation a découvert le SCP-1692 en 1938, après avoir été avertie d'une série de disparitions d'enfants dans la région de St. Landry Parish. Heureusement pour les parents, tous ces enfants ont fini par rentrer chez eux. Mais ils sont tous revenus différents. Certains avaient des doigts en moins, tandis que d'autres avaient un doigt en plus. D'autres sont revenus avec des cheveux et des yeux de couleurs différentes. Plusieurs agents de police ont été chargés de fouiller les marécages de la région afin de trouver l'auteur des faits. Et certains d'entre eux ont également disparu et sont revenus complètement transformés. Les agents de la Fondation sont rapidement arrivés et ont pris en charge l'enquête, en bouclant la zone autour du marais, afin d'empêcher toute personne d'entrer ou de sortir de la zone présumée anormale. Ils ont mené leurs propres recherches dans le marais de St. Landry Parish et il ne leur a pas fallu longtemps pour découvrir un cadavre mutilé dans un état extrêmement troublant. Le corps semblait être celui d'un petit enfant, mais il était difficile à identifier car il manquait la quasi-totalité de la tête. Les deux jambes avaient également été retirées, mais curieusement, la peau avait repoussé sur les blessures, éliminant toute trace d'ablation antérieure ou postérieure au décès. Une recherche dans les archives de la police a révélé que le corps et les vêtements correspondaient parfaitement à ceux décrits dans le dossier de disparition d'un certain Bobby Dunbar, un enfant qui avait disparu 25 ans auparavant. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans ce dossier. L'affaire avait été classée, puisque Bobby était en fait retourné chez ses parents peu après sa disparition. Cela signifiait que, de toute évidence, ce cadavre n'avait aucune raison d'exister. Comment Bobby Dunbar pouvait-il à la fois être vivant et retrouvé mort dans un marais ? La Fondation se devait de le découvrir. Elle a donc placé le corps en chambre froide et a poursuivi l'enquête en partant à la recherche de ce Bobby Dunbar, aujourd'hui adulte, afin de l'interroger. Naturellement, ce fut une épreuve douloureuse pour M. Dunbar.
Il avait déjà vécu l'expérience traumatisante d'une disparition durant son enfance et d'un retour à la maison sans le moindre souvenir de ce qui s'était passé, ne cessant de se demander ce qui lui était arrivé dans ce marécage tout en essayant de mener une vie normale. Et voilà qu'il est abordé par d'étranges hommes en costume sombre qui lui disent qu'un cadavre a été découvert dans le même marais où il a disparu et qui lui ressemble. Bobby Dunbar n'avait évidemment pas grand-chose à dire à ce sujet, si ce n'est qu'il se souvenait vaguement, je cite, de l'autre garçon dans le wagon. Malheureusement, hormis cette phrase énigmatique, il n'a pas été en mesure de fournir davantage de détails. La fondation s'est penchée un peu plus sur l'affaire Dunbar et a rapidement découvert qu'après le retour de Bobby, une bataille au sujet de la garde des enfants avait eu lieu. Les recherches dans les archives des tribunaux de la région ont révélé que l'affaire opposait la famille Dunbar à un autre homme de la région, William Cantwell Walters. Walters a affirmé que le garçon que l'on croyait être Bobby Dunbar n'était pas du tout Bobby Dunbar, mais était en fait un autre garçon nommé Charles B. Anderson, le fils d'une femme qui travaillait pour Walters. Walters a engagé toutes les procédures légales à sa disposition, mais lorsque le garçon a lui-même identifié Madame Dunbar comme étant sa mère, le tribunal a déclaré qu'il s'agissait bien de Bobby Dunbar et a accordé la garde complète à la famille Dunbar. Cela a mis fin à toute l'affaire, du moins sur le plan juridique, et le garçon a vécu le reste de sa vie sous le nom de Bobby Dunbar, avant de mourir en 1966. Mais l'histoire de Bobby ne s'est pas arrêtée là. Des décennies plus tard, en 2004, la Fondation SCP se penche à nouveau sur l'étrange cas de Bobby Dunbar. Dotée désormais de la technologie nécessaire pour effectuer des tests ADN précis, la Fondation découvre que l'homme qui a vécu sa vie sous le nom de Bobby Dunbar n'avait en fait aucun lien de parenté avec la famille Dunbar. Mais si ce n'était pas Bobby Dunbar, alors qui était-ce ? Et était-ce son corps qui avait été découvert dans le marais en 1938 ? Hélas, l'ADN du cadavre dont la Fondation avait la charge avait subi une grave mutation à la suite d'un processus connu sous le nom de désamination hydrolytique, et les résultats obtenus ne furent pas concluants, ce qui signifie que nous ignorons toujours ce qu'il est advenu du véritable Bobby et de l'enfant connu sous le nom de Charles B. Anderson. En 1939, la Fondation avait recensé suffisamment d'incidents similaires à celui de Bobby Dunbar pour placer la région en quarantaine, mais elle découvrait toujours de nouveaux spécimens de SCP-1693-3 dans le marais. Parmi ceux recueillis par la Fondation, figure celui d'une femme, à qui il manque l'œil gauche et qui présente de nombreuses cicatrices sur le côté gauche de sa mâchoire. Elle a produit un témoignage crédible qui a révélé l'existence des SCP-1692-1 et SCP-1692-2. Lorsque la Fondation a localisé le gouffre, elle a découvert 2 autres cadavres, dont l'un ressemblait fortement à la femme. Il est intéressant de noter que plusieurs parties de la tête manquent, notamment l'orbite gauche. Comme il fallait s'y attendre, cela a considérablement bouleversé la femme, qui a nié catégoriquement tout lien entre elle et le cadavre trouvé dans le gouffre du marais. La femme a été placée sous la surveillance de la Fondation afin de l'observer jusqu'à sa mort certaine. Mais contrairement aux autres spécimens de SCP-1692-3, sa santé n'a pas faibli. Une fois assurée d'avoir obtenu le maximum de renseignements sur elle, la Fondation lui a fourni des amnésiques et lui a rendu sa liberté avec une solide couverture. Tout comme l'homme qui se faisait appeler Bobby Dunbar. Elle aussi allait mener une vie normale sans autre problème. Mais dans une autre affaire ressemblant étrangement à celle de Bobby Dunbar, des tests ADN posthumes ont montré qu'elle aussi ne correspondait génétiquement à aucun des membres de sa famille, et les tests effectués sur le cadavre extrait du marais, qui lui ressemblait, ne furent pas non plus concluants. La Fondation a entièrement clôturé la zone de 2,77 km² occupée par le SCP-1692, avec des grillages et des barbelés. Des postes d'observation ont été placés à 500 mètres d'intervalle, et des gardes de la Fondation, se faisant passer pour des employés du parc, patrouillent fréquemment dans la zone. Si jamais des civils s'infiltrent, les gardes ont pour instruction de les empêcher de s'aventurer plus loin par des moyens non létaux et de les faire partir. Heureusement, le confinement de cette anomalie particulière est devenu plus efficace à mesure que la technologie a progressé. Les marécages anormaux de St. Landry ont été placés sous surveillance vidéo, ce qui a entraîné une baisse significative de l'activité anormale et réduit l'apparition de nouveaux spécimens humains de SCP-1692-3. La majorité des entités SCP-1692-3 découvertes récemment sont davantage des animaux ayant légèrement muté. En raison de la nature étrange et imprévisible du SCP-1692, son confinement nécessite un travail permanent, ce qui lui vaut d'être classé Euclide. Tous les membres du personnel de la Fondation de niveau 2 ou plus connaissent l'existence de cette anomalie, et c'est une très bonne chose, car c'est une anomalie qui devrait soulever des questions importantes en chacun de nous. Après tout, la vie est une route longue et sinueuse. À quel point vous souvenez-vous de votre enfance ? Et, question peut-être plus importante encore, comment pouvez-vous être sûr que ces souvenirs vous appartiennent vraiment ?
À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-069, Seconde Chance, pour découvrir une autre anomalie qui soulève de douloureuses questions sur soi. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.